cette nouvelle année, je dirais tout ce que je souhaite pour simplifier, c'est de rester vivant. Et j'aime une formule que Orange, le groupe Orange utilise ces derniers temps. Ils disent « Vivons 2020 vivant ». Donc, bonne année, bonne santé. Avec une pandémie de Covid, il faut qu'on soit mentalement et physiquement fort pour continuer à combattre cette bestiole. Ensuite, les remerciements, je les adresse aux organisateurs, quels qu'ils soient. Vous savez, organiser une conférence comme ça, c'est beaucoup de jours de travail, hein? Beaucoup de jours, beaucoup d'heures pour arriver à une synthèse en quelques minutes ou en quelques heures. Donc, je remercie, je tire mon chapeau aux organisateurs et plus particulièrement aux panélistes qui vont nous aider à décrypter vraiment ce virus qui ébranle tout le monde entier depuis un peu plus d'1 an. Et remerciements aussi aux participants à cette conférence. On est déjà 45. Je pense qu'on va franchir le cap de 50 ou de 60, ce qui est déjà pas mal. Et ce qu'on attend de cette conférence, c'est de nous donner des clés pour mieux comprendre cette pandémie. Il ne s'agit pas de dire, OK, on ira tous dans la même direction. Lorsque nous sommes au courant que Dieu existe et puis on va chez le praticien ou chez on prend n'importe quelle direction, au moins on sait que Dieu existe et on prend la direction qu'on veut en connaissance de cause. C'est à peu près ça que nous on compte. On n'espère pas que à la fin de cette conférence, les partisans du complot et leurs opposants seront main dans la main pour dire il n'y a pas complot ou il y a complot, mais au moins ils vont comprendre ce que c'est en choisissant l'une ou l'autre voie. Sur ce, je ne vais pas monopoliser longtemps la parole. Je laisse la parole aux panélistes. Je laisse la parole à Emmanuel qui va modérer cette conférence. Et je vous souhaite bonne conférence. Merci. Merci Alexis. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue pour notre premier webinaire qui est en fait le premier d'une série. On espère que l'on fera environ peut-être 4 ou 5 chaque dimanche. La raison pour laquelle on a décidé de faire une série, c'est parce qu'il y a, on parle peut-être d'une maladie, mais les contours autour de cette maladie sont énormes. Certains de ces contours ont leurs racines dans la science, mais d'autres ont aussi leurs racines dans notre environnement, la culture, nos habitudes. On va essayer d'aborder différents sujets. Aujourd'hui, on va juste aborder de façon sommaire différents points, juste pour lancer un peu la conversation. La semaine prochaine, nous allons essayer de nous pencher en détail sur la problématique des vaccins. La semaine qui suit, le 14 février, on va discuter de la prévention du COVID. Et puis, nous allons laisser la place aux cliniciens qui vont nous parler un peu de ce qu'ils font dans les hôpitaux en matière de prise en charge. Nous avons la chance que nous avons des médecins camerounais qui exercent dans différents pays. Et nous avons pensé que ce serait bien d'inviter ceux-là qui sont acteurs dans la lutte contre cette maladie. Parce qu'au-delà de
du fait que c'est une maladie nouvelle, un nouveau virus, ceux qui sont quand même au four au moulin ont des choses qui peuvent bien nous apporter comme information. Donc, nous aurons des médecins qui exercent au Cameroun. Il y en a qui exercent aux États-Unis. Il y en a qui exercent en France et au Canada. Et je voudrais déjà leur dire à tous un très grand merci parce qu'ils sont extrêmement pris, mais chacun a vraiment répondu très rapidement à notre demande et ils ont été très volontaires. Ils ont pris le temps de préparer ce qui va être discuté. Nous aurons des séances sur, où on va inviter des personnes qui n'ont rien à voir avec le corps médical. Parce qu'il faut bien qu'on discute un peu l'impact de cette maladie auprès de ceux qui travaillent, auprès des familles, auprès des enfants. Donc, on va essayer d'aborder un maximum de nombre de points. Donc, si aujourd'hui, on n'aborde pas toutes les questions, on ne répond pas à toutes les questions, ce n'est que partie remise. On aura le temps, entre maintenant et la première semaine de mars, de pouvoir répondre, je suis sûr, à toutes les questions que les uns et les autres ont. Sur ce, juste pour présenter un peu le panel d'aujourd'hui, j'aurai avec moi le professeur Atedieu Jérôme. Atedieu, tu peux bien te présenter. Il sera le co-modérateur du webinaire d'aujourd'hui avec moi. Atedieu, tu veux bien te présenter? Oui, merci Emmanuel. Je suis le professeur Jérôme Atedieu. Je suis médecin épidémiologiste. Je suis le chef département de santé publique à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Chang. Je suis aussi le chef de la cellule de recherche clinique au ministère de la Santé, dans la division de la recherche opérationnelle en santé. Et je suis au Cameroun depuis, je ne suis pas sorti. Donc ça fait 22 ans, Emmanuel. Oui, je crois. Ouais, qu'on a fini, donc 23 ans. Donc il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai fait le parcours. Il y a Yolande, il y a Valentine, il y a toi-même, il y a Gigi. Donc je crois que je ne leur vole pas la vedette en les présentant. Je te retourne la parole. Merci Jérôme. Et nous avons dans le panel des médecins qui exercent, comme je l'ai dit, dans 4 pays. Yolande, tu veux bien te présenter? Oui, alors je suis à mon webinaire, je te rappelle dans 2 heures, s'il te plaît. Bonjour à tous, c'est un plaisir de rejoindre ce panel et de parler, de vous rencontrer déjà. Je m'appelle Yolande Penguetz, je suis pédiatre et spécialiste en recherche dans les services de santé, ça s'appelle Health Services Research, qui se rapproche qui est un peu comme un pont entre la santé publique et la pratique clinique. Et c'est un plaisir de participer à ce panel avec tous les autres collègues et c'est un plaisir et j'espère que nous pourrons ensemble avoir un échange productif. Merci Yolande. Après Yolande, est-ce qu'on peut avoir Anastase, professeur Anastase Zoudieu? Tu veux bien te présenter? Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Anastase Zoudieu, je suis professeur agrégé de cardiologie et j'exerce la cardiologie à l'hôpital général de Douala, où d'ailleurs nous faisons essentiellement dans la rythmologie. Et je voudrais dire que je suis très heureux de participer à ce webinaire avec mes amis qui sont déjà sur le panel. Et je remercie Emmanuel de m'avoir invité. Donc, bien évidemment, je salue Yolande, je salue Jérôme, je salue André Pascal et je salue tous les panélistes. Nous sommes particulièrement intéressés par ce sujet parce que, comme vous savez, les personnes avec des facteurs de risque cardiovasculaire ou avec des maladies cardiovasculaires sont à risque de faire
le Covid sévère. Et nous avons été à l'hôpital général, un des premiers centres au Cameroun à créer une unité Covid et à suivre particulièrement ces malades-là, et ceci jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci. Donc, je suis Armand Méconte-Soudessab, je suis réanimateur. Je dirige le service de réanimation médicale de l'assistance publique hôpitaux de Paris à Henri Mondor. Merci Armand. Et à la suite d'Armand, on a le docteur Mesmeng de Harlem. Mesmeng, tout à l'heure, n'était pas encore venu. Je ne sais pas s'il nous a déjà rejoint. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Christelle Aïcha Komokto. Je suis médecin spécialiste en médecine préventive et santé publique. Puis je vis et j'exerce au Québec. Ça me fait plaisir, c'est un honneur d'être avec vous sur ce panel. Je pense que je vais en apprendre beaucoup de vous puis des participants. Merci. All right, thank you, Dr. Funje. Yeah, my name is Dr. Valentine. I'm Ibu. I am an internist hospitalist here in Dallas, the United States. I spend my time seeing COVID patients. I also do a lot of research. I am the chair of the Methodist Health System Institutional Review Board. I am also principal investigator in many studies, and also I help many companies to realize the goal of their research. And I'm medical director at the Global Medical Research Center here in Dallas. I think this conference is very important. It comes at a time when fake news is overwhelming the amount of real news. So if we do not have something like this, we will keep people to believe the fake news. So I applaud all those who have put their heads together to make this happen. Thank you, Dr. Funje. Merci beaucoup, Valentine. Bonsoir aux autres panélistes. Salut Armand, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. C'est un plaisir de participer à cette réunion ce soir. Quand on a eu l'idée avec Emma d'organiser ça, c'était à la suite, comme m'a dit tout à l'heure Valentine, du fait que on n'arrivait plus à se comprendre depuis le début de cette pandémie dans nos forums de discussion. Les choses vont très vite. Et quand Emma a eu l'idée qu'on puisse s'asseoir, comme il a proposé, un soir, un après-midi comme ça pour discuter, pour essayer de se comprendre, comme a dit Alex, d'essayer de voir si on peut encore réconcilier les gens depuis le début. J'étais très motivé. Et je pense que ce sera avec plaisir qu'on va écouter les uns et les autres et essayer de partager à propos de ce problème. Se présenter, mon nom c'est Daloko, je suis gastro-entérologue, j'ai un diplôme de santé publique. Pour le moment, je ne m'occupe pas directement de patients Covid parce qu'on a des unités Covid chez nous. Je suis d'ailleurs essentiellement de plus en plus endoscopiste, mais c'est un sujet très intéressant, comme tous mes copains ont dit, et j'espère que ça sera avec plaisir qu'on va essayer de vous donner des petites lumières sur les points qui accrochent encore par rapport à ce sujet. Pour me présenter, je suis Emmanuel Funje Djemeli, je suis médecin spécialisé en santé publique. J'ai fait de la médecine clinique pendant 6 ans seulement et puis j'ai basculé complètement en santé publique que je pratique depuis 2004 exclusivement. Pendant un bon bout de temps, j'ai exercé des fonctions avec l'Agence américaine de développement, actuellement installé à mon propre compte comme consultant, mais aussi enseignant à l'Université d'Emory à l'école de santé publique. Chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie, il y a toujours un vacuum en termes d'information et on apprend au fur et à mesure. Pour le moment, le virus a un peu une avance sur nous, mais bon, je crois qu'on est en train de rattraper cette avance et bientôt on va prendre de l'avance. Peut-être sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Atelier Jérôme qui va modérer la première partie de ce webinaire. Et
je vais modérer la dernière partie, la partie relative aux questions et aux réponses. Oui, merci Emmanuel. Je dois dire merci à tout le monde, commençant par toi-même, parce que je crois que ça fait plusieurs fois que tu m'as contacté pour que nous puissions tenir ce webinaire. Et comme tu l'as bien fait, tu as divisé la réunion en deux parties. Une partie où il y aura des présentations et une autre où il y aura des questions-réponses. Je voudrais dire vraiment, une fois de plus, merci à vous pour votre invitation. Il m'a été demandé de vous présenter quelques aspects sur l'aspect moléculaire du virus lui-même. C'est difficile, j'espère que vous m'entendez. C'est difficile d'en parler en des termes, sans utiliser beaucoup de termes techniques, mais je vais essayer de m'assurer que ce soit des choses qui sont comprises. Il ne s'agit vraiment pas d'un cours magistral, il s'agit ici d'essayer d'adresser des aspects particuliers qui sont importants pour la compréhension de la maladie et pour la compréhension de la prise en charge et l'approche générale que nous avons à prendre en charge la maladie. Donc, Emmanuel, je crois que tu vas drive, voilà. Donc, nous allons commencer par une question simple. Et ça, c'est un clin d'œil à la 23e promotion. Je suis sûr qu'il y en a qui sourient à ce moment quand ils voient la question « What is a virus ?» N'est-ce pas? Donc, c'est quoi un virus? Alors, un virus, c'est du matériel génétique entouré de protéines et d'une membrane. Matériel génétique veut dire le code du génétique qui vous permet d'être qui vous êtes. Alors, le virus ne peut fonctionner que s'il peut entrer dans une cellule et utiliser la cellule en question pour se reproduire. Et ce n'est que comme ça que le virus survit. Le virus ne peut pas vivre seul sans cette cellule qu'on appelle la cellule hôte. Donc, un virus sur une surface, ça ne sert absolument à rien. Un virus ne vit que quand il est entré dans une cellule et vous comprendrez donc les éléments de l'approche pour la prise en charge ou la prévention du virus. Prochaine slide, Emmanuel. Donc, le coronavirus, le virus responsable du COVID-19, c'est le SARS coronavirus. SARS, c'est une abréviation qui veut dire Severe Acute Respiratory Syndrome, c'est-à-dire des problèmes respiratoires sévères, un syndrome respiratoire sévère et aigu causé par le coronavirus. Alors, nous avons eu des cas de SARS avant, mais celui-ci, on l'appelle SARS coronavirus 2, a pris plus d'ampleur que les autres parce qu'il a la capacité à se propager. Mais c'est un virus qui a comme matériel génétique ce qu'on appelle de l'ARN. Et l'ARN, c'est juste une forme de matériel génétique qui, normalement, est temporaire. C'est-à-dire que vous avez de l'ARN dans votre système, il va disparaître dans un temps relativement court. Et c'est pour ça que vous pouvez voir, je vais vous parler de la composition tout à l'heure, mais il a aussi une enveloppe. Une enveloppe, ça vient des cellules. Et vous allez voir tout à l'heure comment est-ce que le virus s'empare des cellules, de la membrane de la cellule il infecte, et puis il y a des protéines qui sont structurelles et des protéines non structurelles. Donc, retournons à la prochaine slide, c'est bon. Donc, les protéines, ce sont en réalité les éléments qui permettent à cette cellule, à ce virus-là, de fonctionner. Donc, il y a ce qu'on appelle les protéines structurelles, c'est-à-dire qu'elles permettent de constituer la structure du virus. Et vous avez probablement entendu parler de la protéine S, la spike protein. C'est une protéine qui non seulement participe à la structure du virus, mais aussi à la fusion cellulaire. Et dans la prochaine partie, vous allez voir ce que je suis en train de dire. L'enveloppe, et vous pouvez voir le schéma à gauche avec les éléments pointés, l'enveloppe qui fait partie de la structure, la membrane qui est juste une partie de l'enveloppe, la protéine de membrane qui en fait partie, et puis le nucléocapside, c'est une protéine qui couvre l'ARN génomique, parce que l'ARN, comme j'ai dit, est très fragile. La moindre chose le détruit. Donc, si le virus veut survivre, il a intérêt à avoir des protéines qui protègent cet ARN. Et puis maintenant, il y a les protéines non structurelles, c'est-à-dire que vous n'allez pas les voir à la surface du virus. Ce sont des protéines qui sont produites par le génome du virus une fois qu'il entre dans les cellules. Et il y en a deux que je cite ici. Une, par exemple, qui s'appelle la Non-Structural Protein 1, qui détourne la synthèse des protéines de la cellule
en faveur du virus. Et c'est important parce que quand le virus entre, il est en train de compétir avec les autres éléments de la cellule. Alors, il faut qu'il y ait une protéine qui l'aide à prendre le dessus. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle l'ARN polymérase, ARN dépendante. C'est un terme technique, mais ce que ça veut dire, la polymérisation veut dire la multiplication. Donc, c'est la protéine qui aide le matériel génétique à se répliquer, qui aide aussi ce matériel génétique à être utilisé pour produire les éléments qui seront importants pour reconstituer le virus. Donc, la prochaine slide va vous montrer, voilà. Donc, voici la réplication virale. À gauche, voilà toute l'histoire qui vous est racontée. Donc, de haut en bas, le virus arrive. La protéine s'attache au récepteur. Donc, ce n'est pas au hasard. Il faut que la cellule ait ce récepteur-là. Et pour le coronavirus, ça s'appelle ACE2 receptor. Je vais vous donner je vais vous encombrer de ce que ça veut dire. Bon, alors, quand il s'attache, la cellule absorbe le virus à l'intérieur. Ça s'appelle l'endocytose. Elle absorbe le virus à l'intérieur. La cellule absorbe le virus à l'intérieur. Et puis, c'est un peu comme, vous avez certainement, on se rappelle tous de la phagocytose, là. C'est exactement la même chose que la phagocytose. Alors, ce qui se passe, c'est que la petite bulle, là, va s'ouvrir, laisser passer l'ARN viral qui entre maintenant dans la cellule et qui commence à se comporter comme l'ARN habituel que vos cellules utilisent pour produire des protéines. Alors, il prend dans le système cellulaire et il produit ces protéines avec. Ces protéines-là vont être réutilisées après, comme on s'est dit, d'une part pour reconstituer les virus qui vont ressortir dans le système, mais d'autre part pour produire ces autres éléments, ces autres protéines qui aident le virus à survivre pendant qu'il est dans la cellule. Et une fois que le virus a été reconstitué, on parle de plusieurs virus sortant d'une cellule, il va ressortir. Et vous imaginez qu'une cellule avec une centaine de virus, quand le virus ressort, il ne reste plus beaucoup de membranes pour la cellule, elle est morte. Donc ça, c'est l'un des mécanismes par lesquels le virus tue la cellule pendant que lui, il se reproduit. Prochain slide. Next slide. Next slide, Emmanuel. D'accord. Donc, les mécanismes de destruction cellulaire, on appelle ça la physiopathologie, c'est-à-dire nous voulons comprendre comment est-ce que ce virus cause la maladie que nous voyons. Parce que nous voyons la maladie, mais nous devons comprendre les mécanismes profonds que le virus utilise pour causer la maladie. Il agit de deux façons principales. La première, c'est celle que vous voyez sur l'image là que je viens d'expliquer. Il rentre dans la cellule, il s'empare du système cellulaire et puis pendant qu'il ressort, il détruit la cellule. Mais la deuxième, c'est une destruction plus indirecte. Donc, le virus est sorti, la cellule est morte. Notre système, notre corps, organisme est tel que chaque fois qu'une cellule meurt, il faut qu'il y ait une réaction qui vienne non seulement nettoyer ce qui est mort, mais identifier les éléments qui ont tué cette cellule-là pour les attaquer afin que d'autres cellules ne soient pas attaquées. Mais il se trouve que dans le cas du coronavirus, certaines personnes, leur organisme entre en ce qu'on appelle overdrive. Ils déversent de grosses quantités d'éléments qu'on appelle les cytokines qui vont causer une inflammation générale qui, par exemple, va causer de l'œdème, c'est-à-dire de l'eau qui vous rentre dans les poumons et qui vous donne des difficultés à respirer. Alors, cette destruction cellulaire anarchique qui peut donc créer un cercle vicieux où, maintenant que la cellule est morte, il faut maintenant encore venir nettoyer et causer davantage d'inflammation. Et vous allez comprendre les implications tout à l'heure dans la prise en charge. Mais je voulais ici indiquer qu'il y a deux types de cellules principales qui portent le récepteur du coronavirus 2. Ce sont les cellules épithéliales. Cellules épithéliales veut dire les cellules qui recouvrent la surface. Par exemple, votre peau a des cellules épithéliales, votre langue a des cellules épithéliales, votre tube digestif à l'intérieur comme à l'extérieur ont des cellules épithéliales, vos voies respiratoires. Donc, ces cellules épithéliales respiratoires et digestives ont beaucoup de ces récepteurs, d'où le fait que les symptômes du coronavirus sont essentiellement respiratoires et digestifs. Cependant, un clin d'œil à nos collègues, les cardiologues, professeur Zoudier, le récepteur ACE2 se retrouve aussi dans les artères. Ceci peut expliquer pourquoi les hypertendus, les gens qui ont des problèmes, des maladies cardiovasculaires, ont une tendance à avoir une mortalité ou une morbidité beaucoup plus élevée
avec le coronavirus. Ce n'est qu'une partie de l'explication, mais ça en fait certainement partie. Prochaine, next slide. Donc, cible thérapeutique. Comment est-ce que nous pensons quand nous traitons le coronavirus, pendant la création du traitement du coronavirus? Alors, nous pensons, hey, il faut bloquer les choses qui sont importantes pour ce virus sans pour autant s'attaquer aux choses qui sont importantes pour la cellule, parce que vous ne voulez pas tuer le virus et la cellule, vous voulez tuer le virus, mais épargner la cellule. Alors, première approche, bloquer la protéine S, c'est-à-dire l'empêcher de s'attacher à son récepteur. Et nous le faisons de deux façons, vous allez voir une schématique tout à l'heure, de deux façons, soit en utilisant des anticorps, qui sont les immunoglobulines que nous connaissons, l'organisme a produit des anticorps pour se défendre. Monoclonaux veut simplement dire que on s'est arrangé à ce qu'on ne produise qu'un seul type d'anticorps qui cible une seule partie spécifique de cette protéine-là, et on veut bien cibler la partie qui s'attache au récepteur. Et puis, il y a les sérums convalescents. Le sérum convalescent veut dire, si tu as eu le COVID et que tu t'en es sorti, alors nous présumons que tu as produit suffisamment d'anticorps pour te défendre contre le COVID. Et si nous prenions un peu de ces anticorps et nous les passions à quelqu'un d'autre, cette personne pourrait mieux se défendre contre le COVID. Et dans ce cas-là, ce n'est pas monoclonal parce que ce sont des anticorps que tu as produits contre toutes les protéines du COVID que nous sommes en train d'utiliser. Mais avec un peu de chance, quelques-uns de ces anticorps vont cibler la protéine S et l'empêcher de fonctionner. Et puis, il y a bloqué l'ARN polymérase, cette protéine-là qui aide le virus à se répliquer. Si vous empêchez au virus de se répliquer, c'est terminé. Parce que le virus, une fois de plus, ne peut rien faire tout seul. Alors, c'est le cas, par exemple, vous avez probablement entendu parler du Remdesivir, ce médicament qui avait été développé par les Américains et qui a démontré un certain degré d'efficacité plus ou moins important. Il y a encore un peu de débat par rapport à ça, mais c'était la cible thérapeutique. Et le troisième, c'est vous vous rappelez, la deuxième façon dont le virus nous cause des problèmes, c'est en mettant notre organisme en overdrive, tel que nous autodétruisons. Alors, nous voulons réduire cette réaction immunitaire excessive et c'est la raison pour laquelle on administre des corticostéroïdes aux gens qui ont des infections respiratoires sévères au COVID. Next. Alors, les mutations. D'entrée de jeu, il faut le dire. Les mutations, c'est ce que les virus font de mieux. Un virus mutera et c'est naturel. C'est ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que les virus, au contraire de l'organisme humain, qui se reproduit de façon très fidèle, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas beaucoup d'erreurs d'une cellule à l'autre parce qu'on copie fidèlement le code génétique. Les virus n'ont pas le mécanisme que les cellules ont pour copier fidèlement leur code génétique. Donc, ils ont tendance à faire beaucoup de mutations. Et ces mutations-là, et plus ils se répliquent, plus il y a des mutations. Je vais vous donner une implication épidémiologique. Ça veut dire que si on est dans une communauté où tout le monde va être infecté, parce que le nombre de virus qui se seront multipliés dans cette communauté est élevé, le risque qu'il y ait des mutations importantes qui se créent devient plus élevé. Donc, la prévention a des implications même au niveau moléculaire. Alors, les mutations, ce n'est pas que les mutations qui sont importantes. Les mutations sont importantes pour un virus quand elles affectent l'une de ces quatre caractéristiques. 1, la contagiosité. Est-ce que la mutation rend le virus plus contagieux? Nous allons avoir un petit exercice dans quelques minutes. 2, la sévérité de la maladie. Est-ce que la mutation cause la maladie, fait que la maladie soit un peu plus sévère? 3, la réponse au traitement. Est-ce que la mutation affecte la façon dont le virus ou l'organisme répond au traitement? Et 4, la réaction immunitaire, y compris la réaction au vaccin. Toutes ces 4-là sont les aspects les plus importants qui ont des implications cliniques et épidémiologiques. Prochaine slide. Alors, je voudrais qu'on parle de quelque chose d'intéressant, c'est comment est-ce que ces mutations s'associent à l'affinité. Je vais parler brièvement de l'affinité et la charge virale. Alors, c'est quoi la charge virale? C'est simplement le nombre de virus que tu retrouves dans un endroit. Alors, la charge virale est importante. Alors, je voudrais que nous fassions un petit exercice. Imaginons 3 charges virales. Imaginons que vous êtes en train de marcher au supermarché et puis vous recevez une de ces 3 charges virales-ci. L'un, c'est un aérosol. Aérosol veut dire des microparticules qu'on ne voit même pas, traversent rapidement et qui vont très loin et se retrouver
à 1 mètre, quelqu'un ici, il éternue et à 1 mètre, tu reçois ça dans tes voies respiratoires. La deuxième, c'est une gouttelette, là, un peu proche de toi, à 500, très proche de toi, et vous êtes en train de bavarder, et puis la gouttelette te tombe dans les voies respiratoires, c'est-à-dire dans les narines, dans la bouche, je m'excuse, ça peut être un peu embêtant, mais bon, voilà. Et puis le troisième, c'est une grosse goutte. Imaginez que la personne éternue tout droit sur votre visage, et vous essuyez ces gouttes-là, et puis il y en a une qui vous passe dans la narine. Alors, je vais vous demander de taper dans le chat. Je vous donne à chacun 10 secondes pour me répondre. Laquelle de ces trois charges virales est plus à même de vous causer une infection? Vous avez 10 secondes pour taper quelque chose dans le chat. Je voudrais m'assurer que personne ne dort. La grosse goutte, merci, GFZ. Qui d'autre? L'aérosol, d'accord. Qui d'autre? Donc, la réalité, c'est que l'aérosol, certainement, va plus loin, mais la quantité de virus là-dedans est tellement petite que ça pourrait ne pas vous infecter. Parce que souvenez-vous que le virus s'accroche à un récepteur et rentre dans les cellules. Si plus tu as de virus sur ta surface, plus il y a des chances qu'au moins un de ces virus-là s'attaque. Par contre, moins il y a de virus, moins il y a de chances que ce virus-là développe une infection. Parce que vous vous souvenez, quand le virus rentre dans vos voies respiratoires, votre organisme va s'en prendre au virus pour essayer de se défendre. Alors, imaginez que vous ayez 10 000 virus. Votre organisme peut en détruire, peut même les détruire. Par contre, si vous avez 1 million, quand l'organisme arrive à détruire la moitié, vous avez encore 500 000 qui vous restent dans les voies respiratoires, ceux-là vont commencer à se reproduire. Donc, la réponse, c'est 1 million. La grosse goutte est celle qui a le plus de risque de vous causer une infection que l'aérosol. Mais je comprends très bien là où la confusion peut se retrouver. Mais l'aérosol voyage plus loin, va plus loin, doit quand même de vous retrouver où vous êtes. Mais votre organisme peut vous permettre de contrôler le petit nombre de virus qu'il y a dans l'aérosol, alors qu'il va rapidement se laisser dépasser par le grand nombre de virus qu'il y a dans la grosse goutte. Donc, plus petite est la charge virale que vous recevez, moins est votre risque d'infection. Bien. Donc, je voudrais ajouter ceci. Je voudrais ajouter que, poser la question, comment est-ce que vous pensez que le port du masque donc, peut affecter la charge virale infectieuse? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il la diminue? Je vais répondre en disant il la diminue. C'est-à-dire que parce que vous avez porté le masque, la goutte ne passera pas, la gouttelette peut-être ne passera pas. Il n'y a que l'aérosol qui passera et votre organisme peut facilement contrôler ça et vous permettre d'échapper à l'infection elle-même. Donc, les mesures de prévention épidémiologique que nous avons couramment réduisent la charge virale au site de l'infection. Prochain slide. Next slide, Emmanuel. Alors, prochaine question. Imaginez donc une mutation de la protéine S qui augmente son affinité pour le récepteur. Augmenter l'affinité veut dire qu'il fasse que la protéine peut s'accrocher plus rapidement et plus solidement au récepteur. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver de cette mutation-là comparée au virus original? Est-ce que vous pensez que, à cause de cette mutation, vous avez besoin de moins de virus pour être infecté ou de plus de virus pour être infecté? Répondez dans le chat, s'il vous plaît. Je vous donne 10 secondes. Merci. Vous avez effectivement, vous avez en réalité besoin de moins de virus pour être infecté. Ça peut avoir l'air un peu confus, mais quand l'affinité augmente, votre connexion est plus efficace, donc vous avez besoin de beaucoup moins de virus pour être infecté. Ça veut dire que si avec l'ancien virus, vous aviez besoin d'1 million pour être infecté, avec le nouveau virus, 100 000 suffisent, n'est-ce pas? Et ça veut donc dire que vous avez un virus qui est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus efficacement transmis. Et donc, il va dominer les autres virus. Et je voudrais donc une application pratique. Vous avez certainement entendu de mutant anglais. Je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais ils appellent ça UK variant. Donc, ce mutant a 17 mutations. 8 de ces mutations sont sur la protéine S et une d'entre elles a été identifiée qui augmente l'affinité de la protéine S pour son récepteur. Prochain slide, s'il vous plaît.
Alors ça, c'est l'inverse qui demande, et si l'affinité diminuait plutôt à cause de la mutation, à ce moment, on aurait besoin de plus de virus pour être infecté parce que le peu de virus qu'on avait avant ne serait plus suffisant pour vous infecter. Alors, les mutants les moins infectieux ont une implication épidémiologique. On en a parlé tout à l'heure. On s'est dit, s'il y a beaucoup de transmission dans la communauté parce que les gens ne portent pas les masques et qu'il y a beaucoup de réplication virale, vous aurez beaucoup de mutations. Donc, donc, ça fait que les mutants les moins infectieux vont disparaître au profit des mutants les plus infectieux. Donc, l'épidémie s'aggrave. Par contre, si la transmission communautaire est basse, un mutant comme celui-ci peut aider à ralentir l'épidémie. Donc, la prévention est importante une fois de plus de ce point de vue moléculaire. Prochain slide, s'il vous plaît. Je crois que je suis en train d'aller au-delà du temps imparti. Alors, la sévérité de la maladie, c'est la même chose. La mutation à protéine S, si ça prévient l'affinité de la protéine S avec des anticorps antiprotéine S, parce que votre système immunitaire ne peut plus contrôler l'infection, vous aurez affaire à une infection plus sévère. Et le mutant anglais, il se trouve à une mutation également de la protéine S qui permet au virus d'évader, de s'échapper de votre système immunitaire et que votre système ne puisse plus le contrôler. Next slide. Next slide. Prochain slide. Donc, et les traitements, on a parlé des anticorps monoclonaux tout à l'heure comme une modalité de traitement. Une fois de plus, les virus qui causent une mutation qui empêche à vos anticorps de s'attacher à la protéine. Vous regardez bien le schéma à gauche. Si les anticorps s'attachent bien à la protéine, ils préviennent au virus de s'attacher au récepteur et donc de rentrer dans vos cellules. Mais si les anticorps ne s'attachent plus bien au virus, alors vous venez de créer un virus qui va être beaucoup résistant à la prise en charge par ces anticorps monoclonaux. Bon, pour le moment, en termes d'information, il y a un cocktail d'anticorps monoclonaux fabriqué par une compagnie américaine qui s'appelle Regeneron. Alors, pour le moment, il a été testé contre le mutant anglais et le mutant sud-africain. Et ces deux mutants sont toujours sensibles au Regeneron. Mais il y a d'autres anticorps monoclonaux qui sont utilisés par ailleurs, mais pour lesquels ces deux mutants sont résistants. Next slide. Le sérum convalescent, les sérums convalescents dus au virus original ne protègent plus contre les variants anglais et sud-africains. Ce qui veut dire, je m'explique, ça veut dire malheureusement que si vous avez déjà eu le COVID et vous croyez être protégé, un de ces mutants peut toujours vous causer une infection parce que votre sérum convalescent qui est censé vous protéger ne semble pas protéger contre cette mutation de la protéine S. Next, please. Et les vaccins, on parlera des vaccins la semaine prochaine, je crois, mais ceci, c'était juste pour vous donner une image de ce qui se passe avec les vaccins. C'est que le vaccin sera là à poursuivre les mutations, exactement comme les traitements sont là à poursuivre les mutations, mais nous en parlerons plus la semaine prochaine. Il y aurait une dernière slide qui vous donne juste quelques éléments de conversation, et j'espère qu'on pourra en parler plus tard. C'est quelques mythes. Le mythe numéro 1, c'est par rapport au vaccin à l'ARN. Tout le monde a dit ça peut modifier le génome humain. J'ai entendu ça de certains scientifiques, mais la réalité, c'est que le vaccin n'a pas de reverse transcriptase. La reverse transcriptase, c'est une enzyme qui est importante pour convertir l'ARN en ADN. Et l'ADN, c'est ça qui fait partie de notre génome. Si vous ne pouvez pas convertir un ARN en ADN, vous ne pouvez pas l'insérer dans le génome. Donc, à l'heure où nous parlons, les vaccins à ARN, nous le savons, ne peuvent pas être modifier le génome humain. Et puis, les masques ne protègent pas naturellement. J'espère que la conversation par rapport à la charge virale vous a donné la preuve que les masques protègent et le soubassement que les masques protègent. Et il a été démontré que les masques protègent à plus de 80%. Merci et désolé d'être allé au-delà du temps. Merci beaucoup, Yolande. Merci infiniment. Je crois que la présentation était tellement intéressante qu'on n'a pas su que le temps était un peu débordé. Je veux juste résumer en disant qu'on a réellement appris sur la structure du virus. Donc, il y a un matériel génétique qui est couvert par les protéines.
et que le virus crée la maladie, n'est-ce pas, soit en détruisant les cellules qui sont au niveau des membranes respiratoires et digestives et peut-être au niveau des vaisseaux, ou de manière indirecte à travers notre réponse immunitaire. Et que cette physiopathologie-là implique les traitements, n'est-ce pas, qui portent sur soit bloquer le pour qu'il soit il n'entre pas dans la cellule, soit il ne se multiplie pas, ou bien aller vers la réponse, en fait, la réponse excessive immunitaire qui est causée par le virus. On nous a parlé des mutations, donc les mutations qui ont une implication épidémiologique parce qu'ils augmentent la transmission. Et on nous a aussi dit que les mutations font que, même si vous avez eu la COVID, restez dans la prévention. Donc, merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Emmanuel qui va continuer et nous donner la situation sur la COVID à l'heure actuelle. Merci, Yolande. Merci, Jérôme. Donc, immédiatement à la suite de la présentation de Yolande, qui nous a très bien expliqué comment est-ce que les choses se passent à un niveau extrêmement microscopique que l'on ne voit pas. Comment est-ce que cela se traduit donc sous nos yeux? C'est un peu ce que je vais aborder. Juste pour résumer, que le COVID-19 est un virus qui est assez contagieux. Généralement, on peut résumer ça en disant que chaque personne contaminée, s'il n'y a pas de mesures de prévention mises en place, peut contaminer 2 à 3 personnes, voire 4 personnes à la suite de sa contamination. La rougeole est beaucoup plus contamineuse que le COVID-19 et le COVID-19 est beaucoup plus contamineux que la grippe saisonnière. Pour comprendre un peu comment est-ce que ça se passe au niveau communautaire, on a une personne qui est contaminée, voilà la première personne qui est contaminée. Il va en retour contaminer 3 à 4 personnes. On voit là la deuxième génération de personnes contaminées. Chacune des 4 personnes contaminées va aussi en retour contaminer 3 à 4 personnes. Donc, on voit donc ce qu'on appelle la croissance exponentielle. C'est une croissance exponentielle, elle est mathématique. Si rien n'est fait pour bloquer la transmission, le nombre de personnes contaminées ne peut qu'augmenter. Ça ne peut pas diminuer. Il n'y aura pas de miracle là qui va pouvoir diminuer ça. C'est absolument mathématique et c'est assez simple à comprendre de cette manière. Bien sûr, c'est plus compliqué que cela, mais ça, c'est un peu la façon la plus simple que l'on puisse présenter cette complexité dans la transmission et le passage du virus d'un individu à d'autres individus. Maintenant, supposons que pour des raisons multiples, on ait 75% de personnes dans cette communauté qui soient protégées. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que au lieu de contaminer 4 personnes, cette personne contaminera uniquement une. Le virus va bien sûr être transmis de cette personne à cette personne, mais cette transmission ne sera pas efficace. Donc, cette personne ne tombera pas malade. On voit donc ici, on aura juste 25% de personnes qui seront contaminées et là aussi en retour. On a donc moins de personnes contaminées dans cette communauté par rapport à cette communauté. Comment arrive-t-on à avoir donc moins de personnes contaminées dans une communauté par rapport à une autre? Supposons que voici une communauté où on a une personne qui contamine une deuxième génération, une troisième génération, une quatrième génération. Vous voyez, ça va très, très vite. En termes de nombre de personnes contaminées, on passe d'une personne à des dizaines de milliers de personnes très rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Supposons que cet individu décide, après avoir été contaminé, décide simplement de ne pas de travailler de la maison. Parce qu'il travaille de la maison, il ne sera pas en contact avec celui-ci et il ne sera pas contaminé. Parce qu'il ne sera pas contaminé, il bloque donc automatiquement la chaîne de contamination qui aurait pu se mettre en place à partir de lui.
Imaginons donc aussi qu'à la suite de cela, une autre personne décide de ne pas aller au barbecue ou à l'anniversaire ou au mariage auquel il a été invité. Cette personne va aussi bloquer la chaîne de transmission du virus et protéger donc une grande partie de la population à la suite de sa décision. Supposons que cet individu devait voyager et décide de ne plus voyager. Il ne sera donc pas exposé et va donc aussi automatiquement bloquer la chaîne de transmission. Et celui-ci décide de rester à la maison. Vous voyez qu'en fait, on n'a pas besoin d'une population entière qui obéit à toutes les mesures de prévention pour pouvoir être très efficace dans le blocage de la propagation du virus d'un individu à un autre. Ici, c'est une courbe qui montre un peu que pour pouvoir atteindre le niveau où on a une grande proportion de personnes qui sont protégées dans une communauté, qui empêche donc la transmission du virus, il nous faudra atteindre entre 50 et 70% de personnes qui sont déjà protégées, immunisées contre l'infection au COVID-19. On peut voir sur cette diapositive comment est-ce que ça se compare par rapport aux autres maladies. Par exemple, la rougeole, où on a besoin d'avoir 95% de personnes qui sont immunisées pour avoir dans cette immunité communautaire ou immunité de la population, ou alors herd immunity, comme on l'appelle couramment. Alors, il y a énormément d'indicateurs qui sont utilisés pour pouvoir suivre l'évolution d'une maladie. Vous avez entendu parler de ces indicateurs, comment les interpréter, comment les utiliser. Il y a certains qui ont trait au dépistage du COVID-19. Il y a d'autres qui sont utilisés pour compter le nombre de cas infectés. Il y a d'autres qui sont utilisés pour pouvoir apprécier la morbidité. Il y a d'autres qui sont utilisés pour pouvoir suivre l'évolution de la mortalité. Ça commence d'abord par le dépistage. Yolande l'a expliqué, vous êtes infecté, mais comment est-ce qu'on sait que vous êtes infecté? Il faut faire un test de dépistage. Lorsque vous faites le test de dépistage, on compte le nombre de personnes testées. Nous avons vu, souvent, on essaye de faire des comparaisons. Bon, voilà, les États-Unis, ils ont testé 100 millions de personnes. Ils ont testé plus de gens que la France qui a testé. Je ne connais pas le nombre exact. Mais disons, un pays A a testé 10 millions, un pays B a testé 50 millions. Et puis, on se dit, le pays B a testé plus de personnes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la comparaison, en fait. Il faudrait qu'on tienne en considération la population de ce pays et qu'on divise dans le nombre de personnes testées par le nombre total d'habitants pour avoir donc un chiffre relatif. Et c'est le chiffre relatif qui est beaucoup plus important que le chiffre absolu. Quand vous faites la division, vous verrez donc que, par exemple, pays B a testé 100 habitants par 1 million d'habitants, alors que l'autre pays a testé 50 par 1 million. Là, vous pouvez essayer de faire la comparaison. Encore que, jusque-là, ce n'est toujours pas suffisant pour pouvoir comparer deux pays parce que vous ne prenez pas ici en considération d'autres paramètres qui sont très importants pour pouvoir faire ce genre de comparaison. En général, en épidémiologie, on ne compare pas ce qui se passe dans deux pays parce que les contextes sont différents, l'environnement est différent. Yolande a parlé de facteurs de susceptibilité à l'infection et ces facteurs diffèrent déjà d'un individu à un autre. Alors vous imaginez sur des millions d'individus, donc c'est pratiquement impossible, ça n'a pas de sens épidémiologiquement de comparer deux pays. Et on ne le fait généralement pas. En termes de nombre de cas infectés, il y a aussi une notion très importante ici. Est-ce qu'on connaît le nombre exact de cas infectés? La simple réponse est non. Il y a une seule chose qu'on peut faire pour savoir le nombre de cas infectés, c'est tester tout le monde dans une population. Et ça, c'est impossible. On ne l'a jamais fait pour aucune maladie. Même pour le VIH,
sur lequel je travaille depuis plus de 23 ans, on n'a toujours pas réussi à tester toute la population de chaque pays. Je ne connais pas un seul pays qui a déjà testé toute sa population par rapport au VIH. Donc, ce qui veut dire que même dans 20 ans, on n'aura toujours pas testé tout le monde pour déterminer si vous avez tous le Covid ou pas. C'est quelque chose qui est logistiquement difficile et impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer donc la proportion de la population qui est infectée, ce qu'on appelle prévalence, ou alors le nombre, ou alors la proportion de nouvelles infestations sur une période donnée par rapport à la population, ce qu'on appelle incidence. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire un survey de la population à un moment précis. On prend un échantillonnage, on teste parmi cet échantillonnage et les résultats qu'on obtient, on essaie donc de projeter ces résultats sur la population totale. Et cela peut nous permettre d'obtenir l'incidence et la prévalence. Jusqu'ici, aucun pays n'a fait ce genre d'analyse, ce qui veut donc dire qu'aucun pays ne sait avec précision quelle est la proportion de personnes réellement infectées. Tout le reste, ce sont que des projections qu'on fait en utilisant le nombre de cas confirmés à partir du nombre testé. Et on essaie de diviser ce nombre de cas par la population pour voir un peu le nombre de cas confirmés par 1 million de personnes. Et on fait des extrapolations sur des proportions. Mais comme je l'ai dit, il y a d'énormes problèmes de qualité par rapport à ces données. Et je vais y revenir. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention quand on utilise ces chiffres et ces données. La morbidité, c'est le nombre de personnes hospitalisées. Ceci aussi sont très importantes. J'entends souvent, on dit, bon, écoute, on peut laisser les gens s'infecter, c'est pas grave. Là où ça peut être grave, c'est que vous avez un système sanitaire dans un pays avec un nombre bien précis d'hôpitaux et que ça prend quand même un certain nombre de temps pour pouvoir construire un hôpital, former des médecins, former du personnel. Si vous laissez les gens s'infecter, ce sera en priorité votre personnel de santé qui sera infecté parce qu'ils sont les plus exposés. Ce qui veut donc dire que vous décidez donc de détruire vos soldats. Lorsque vous l'aurez fait, le virus va donc prendre le dessus sur votre système de santé. Vous pouvez avoir tellement de malades qui vont arriver le même jour dans vos structures sanitaires qu'il ne sera pas possible de les prendre en charge au même moment. Et je pense qu'on a vu au début de l'épidémie la situation qui était très catastrophique et déplorable qui s'est passée dans la majorité des pays où les hôpitaux étaient surchargés. Donc, ces facteurs de morbidité peuvent aussi aggraver l'ampleur et l'impact de l'épidémie au niveau d'un pays. La mortalité, c'est le nombre de décès. On regarde le taux de létalité, le taux de mortalité. Et généralement, il faut bien distinguer ceux qui décèdent par rapport à ceux qu'on a testés, ceux qui décèdent par rapport à ceux qui sont arrivés à l'hôpital et ceux qui décèdent par rapport à la population totale. Il faut aussi comprendre qu'en fonction du dénominateur, ce dénominateur change avec l'évolution dans le temps de l'épidémie. Au début de l'épidémie, on ne dépiste pas beaucoup parce qu'il faut du temps pour fabriquer ces tests, pour les mettre sur le marché. Au départ, on n'avait pas de tests et il a donc fallu du temps pour que chaque pays puisse produire des tests et les mettre sur le marché. Et au fur et à mesure qu'on teste, on a donc le dénominateur par rapport à ces taux qui change, qui augmente. Et ça fait donc cet élément à lui seul fait aussi changer ces taux ces différentes proportions que l'on a. Et parfois, on a l'impression que la mortalité, le taux de mortalité a diminué, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce qui se passait simplement, c'est qu'au début, on avait simplement un dénominateur qui n'était pas correct, simplement parce qu'on ne testait pas suffisamment. Et on peut aussi avoir l'impression que la mortalité a diminué simplement parce qu'au niveau du numérateur, qui est le nombre de cas qui décèdent, ce nombre de cas peut diminuer effectivement parce qu'on a une meilleure maîtrise de la prise en charge et parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on apprend à
et on met ce qu'on a appris en pratique pour le bénéfice des malades. Donc, Yolande a abordé cela sur le plan de la biologie moléculaire. Juste résumé pour dire qu'il y a donc des facteurs de risque. Ces facteurs de risque ne veulent pas dire que lorsque vous les avez, vous allez automatiquement attraper la maladie. Ça veut simplement dire que, comparé à quelqu'un qui n'a pas ces facteurs de risque, vous avez une meilleure probabilité, si vous êtes exposé et si vous attrapez la maladie, de faire des formes graves de cette maladie. Il y a des facteurs de comorbidité. Si vous avez le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, bronchopneumopathie chronique obstructive, la tuberculose, l'obésité. Si vous faites partie du groupe sanguin O, on a remarqué que parmi les malades hospitalisés, le groupe sanguin O n'est pas très représenté, ce qui pourrait laisser penser que le groupe sanguin OO peut être un facteur protecteur. On a aussi remarqué que ceux qui ont le groupe sanguin A sont plus représentés parmi les malades hospitalisés, donc ce pourrait très bien être un facteur de risque ici-là. L'âge, les patients âgés par rapport aux patients non âgés ont plus de risques de faire des maladies à forme grave. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est jeune n'aura pas la maladie, pas du tout. Au contraire, tout le monde est susceptible d'attraper cette maladie. Ça veut simplement dire que celui qui est âgé a plus de susceptibilité de faire la forme grave. La carence en vitamine D a aussi été identifiée comme un facteur de risque, et bien sûr les activités sociales. Si vous n'arrêtez pas d'aller au cinéma, dans les anniversaires, les mariages, les voyages, tout cela constitue des facteurs de risque. Alors, très important, ça c'est une illustration que j'ai mis ensemble juste pour expliquer un peu la complexité des tests de dépistage, mais aussi l'interprétation des tests en fonction de l'histoire naturelle de cette maladie. Chaque maladie a une histoire naturelle. Vous attrapez une maladie, la maladie évolue, et l'évolution de la maladie, ça peut aller vers le sens de la guérison ou alors vers le sens de la mort. C'est ce qu'on appelle l'histoire naturelle de cette maladie. Que l'on vous traite ou pas, il y a une histoire naturelle. Et maintenant, s'il y a des interventions en matière de prévention, en matière de traitement, cette histoire naturelle peut aussi aller dans un sens ou dans l'autre, que ce soit la guérison ou la mort, ou alors ne même pas attraper la maladie du tout. Donc, si on suit l'histoire naturelle du COVID-19, vous avez ici sur 35 jours, on suit un peu l'évolution du malade et puis on fait des tests. En bleu, ça représente la proportion des antigènes. Antigènes ici représentent un peu les protéines dont Yolande nous parlait. Quand il s'agit des tests, on résume ça en les appelant antigènes. Vous voyez, le taux d'antigène augmente jusqu'à atteindre un pic et puis redescend pour disparaître autour du 28e jour. Le pic est atteint autour du 13e jour. Cette augmentation du nombre d'antigènes représente la phase de multiplication du virus dans votre organisme. Et on voit que quand le virus apparaît, cela prend environ 6 jours à 7 jours pour que l'organisme commence à produire des anticorps. Si vous avez bien suivi la présentation de Yolande, ces anticorps, c'est ça qui va nous protéger contre ces antigènes. Donc, on voit les anticorps qui commencent à augmenter. Ça, c'est les anticorps à IgM qui sont les premiers qui apparaissent et ils disparaissent aussi au bout du 22e jour. Mais on voit bien que leur augmentation coïncide avec la diminution des antigènes qui représente donc ici dans la destruction du virus. Et puis, il y a un deuxième type d'antigène, les IgG, qui apparaissent à partir du 13e jour, vont prendre le relais sur les IgM et vont continuer à mener cette bagarre contre les virus, vont atteindre un pic qui coïncide au moment où on voit aussi la disparition des antigènes du virus dans notre organisme. Et ces antigènes IgG, ces anticorps
vont rester dans notre organisme pour une durée qui est jusqu'à présent non déterminée, on ne le sait pas encore. Et c'est la présence de ces antigènes qui, en fait, nous confère ce qu'on appelle l'immunité thérapeutique, l'immunité à la suite du fait qu'on a été infecté. C'est ça qui va contribuer à faire en sorte que la prochaine fois, lorsqu'on sera en contact avec le virus, on aura déjà nos soldats à l'intérieur de notre organisme qui seront prêts à nous défendre dès le premier jour et empêcher en fait qu'on tombe malade. Donc en réalité, lorsqu'on parle d'immunité communautaire, c'est voilà en fait sur quoi ça repose. Lorsqu'on parle aussi de vaccination, le vaccin en réalité simule ce que ces antigènes feront et provoque donc la fabrication de ces anticorps par notre organisme et ça fait donc en sorte que notre organisme a donc en permanence ces anticorps qui sont prêts à nous défendre en cas d'attaque par le virus. Et lorsqu'on se rend donc compte que si on fait un test entre le 1er et le 5e jour, c'est pendant la période qu'on appelle window period, ces tests seront négatifs. Vous avez déjà des symptômes à partir du 5e jour, mais si on fait des tests entre le 5e et le 8e jour, votre test sera toujours négatif. Les tests qui sont développés pour qu'ils détectent les antigènes, il faut qu'il y ait une certaine charge virale présente pour que ces tests puissent détecter les antigènes. Donc, tant qu'on n'a pas encore atteint cette charge virale, ces tests ne pourront pas détecter les antigènes. Donc, vous pouvez très bien avoir déjà le virus dans votre organisme, on fait ces tests et vous êtes négatif. C'est ce qu'on appelle des faux négatifs. Donc, le test fait pendant cette période peut expliquer pourquoi est-ce qu'un test est négatif alors que vous êtes malade. Lorsque on fait les tests à cette période, ces tests seront positifs. Ici aussi, les tests antigènes seront négatifs quand vous êtes déjà en convalescence. La deuxième catégorie des tests, c'est les tests qui détectent les anticorps. Et ça peut détecter les anticorps AGM ou les anticorps AGG. Cette figure vous explique un peu la complexité qu'il y a à interpréter les textes. En réalité, pour qu'on puisse être sûr et savoir à quelle phase vous vous trouvez dans l'histoire de cette maladie, on devrait faire les 3 tests. Mais logistiquement, c'est pratiquement impossible de faire 3 tests pour chaque personne qui se présente à l'hôpital. Généralement, on fait un texte et c'est complexe à interpréter, mais le médecin a en plus de ce résultat, les symptômes, l'histoire de la maladie et d'autres paramètres qu'il utilise et met ensemble pour donc poser un diagnostic. Mais quelqu'un qui n'est pas médecin peut se tromper s'il essaye de vouloir interpréter ces tests. Donc, vous avez suivi beaucoup d'histoires sur les tests. J'étais malade, mais le test était négatif. Ça veut dire que le test est faux, ou alors le test était positif, mais je n'étais pas malade. Ce ne sont que des anecdotes. L'interprétation du test est bien plus complexe que ce que l'on dit là-dehors et tout ce qu'on entend. La suite, je présente un peu ici cette table qui permet un peu de voir les différents scénarios dans l'interprétation des tests. Et vous voyez dans la complexité qu'il y a à pouvoir interpréter ces tests. Donc, ce n'est pas aussi simple que l'on croit. Et cela peut donc permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de tests qui sont positifs quand en réalité, ça devrait être négatif et vice-versa. En plus de cette complexité, il faut savoir que tout le monde n'est pas testé. Il y a ceux qui font la maladie, mais ne présentent pas de symptômes, ils sont asymptomatiques. Ils représentent approximativement 50% des personnes infectées. Ceux-là ne seront pas testés. Donc, lorsqu'on dit qu'on a dans un pays 10 000 cas, ils ne sont pas comptés. 50% de ceux qui sont infectés ne sont pas du tout comptés dans ce nombre qui est reporté par la plupart des pays. Vous avez aussi 30% qui font des formes mineures et modérées de la maladie. Généralement, ceux-là ne vont pas à l'hôpital. Là, dans la majorité des cas, ils ne vont donc pas être testés. La plupart du temps, les pays testent ceux qui se présentent à l'hôpital
Et ceux qui se présentent à l'hôpital sont généralement ceux qui font les formes sévères. Parce qu'ils commencent à avoir des difficultés à respirer. Il n'y a pas moyen de rester à la maison, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. Donc, c'est généralement ceux-là qui sont dépistés, qui sont testés et qui sont donc comptés dans ces chiffres que l'on voit qui sont reportés par les pays. Donc, la majorité de ceux qui sont infectés, pratiquement 80%, ne sont pas testés. Maintenant, parmi ceux qui sont testés, chaque test a ce qu'on appelle la sensibilité et la spécificité. La sensibilité du test, c'est la capacité du test à détecter ceux qui sont négatifs. Et la plupart de ces tests ont des sensibilités autour de 80%. Ce qui veut donc dire que ces tests vont nous dire qu'ils sont négatifs et dans 20 à 30% de cas, ce sont en fait de faux négatifs. Donc, si vous faites un test, ça dit que c'est négatif, ça ne veut pas dire à 100% que vous êtes négatif. Il y a aussi la spécificité. La spécificité, c'est la capacité du test à prédire de manière exacte ceux qui sont positifs. Heureusement, la plupart de ces tests sont très spécifiques, entre 95 et 98%, ce qui veut donc dire que lorsque ces tests disent que tu es positif, la probabilité que tu sois effectivement positif est très proche de 100%. Donc, voilà un peu comment il faut interpréter ces tests. Il y a déjà les difficultés par rapport au moment où on fait le prélèvement et qui rend l'interprétation du test et le résultat du test très complexe. Il y a aussi la spécificité et la sensibilité du texte. Tout ça mis ensemble, il n'y a personne qui pourra... Emma, s'il te plaît, après toi a fini, s'il te plaît. D'accord. On est à 50 minutes, oui. D'accord. Donc, tout ça mis ensemble, cela vous donne dans la complexité que présente l'interprétation de ces résultats. Donc, dans la suite, je vais juste vous montrer certaines données. Nous allons vous donner la source pour accéder à ces données. Ces équipes de chercheurs font un travail excellent de collecter les données qui viennent de tous les pays et de vous prêter donc ce genre de présentation qui est accessible à tout le monde. Mais dans l'interprétation de ces résultats, souvenez-vous de ce que je viens de vous présenter en disant que ces chiffres sont sous-estimés, extrêmement sous-estimés. Vous avez les cas confirmés qui sont présentés. Je vais passer rapidement là-dessus. Ça, c'est juste une graphe qui présente un peu le nombre de cas confirmés. J'ai pris juste des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, parce que si on veut voir ces pays, c'est mieux de mettre des pays qui sont géographiquement proches l'un de l'autre. Vous voyez ici, par exemple, des cas confirmés en fonction des continents. Bien sûr, l'Amérique du Nord et l'Europe ont le plus grand nombre de cas confirmés jusqu'ici. Le nombre de cas confirmés par fonction de la taille... ici, c'est... je m'excuse, il y a... Donc ici, vous avez ces différentes données que on va vous envoyer les références. Pour une question de temps, je voudrais pas insister sur ces chiffres parce que de toute façon, ces chiffres sont extrêmement sous-estimés. Je vais un peu m'attarder ici une seconde sur le case fatality rate. On voit qu'au début de l'épidémie, le case fatality rate était vraiment all over. Et puis après, depuis novembre, on se rend compte que les pays ont un case fatality rate qui est presque similaire. Ceci veut simplement dire que ceci représente plusieurs paramètres. Déjà, le fait qu'on ne testait pas suffisamment, qui avait un impact sur le dénominateur, mais aussi le fait qu'on a une meilleure appréciation de ce qu'il faut faire pour prendre en charge les malades, qui joue donc sur le numérateur. Et c'est remarquable de voir que même pour ceux comme en Europe, où le case fatality rate était très élevé au départ, à un certain moment, tout le monde semble être au même niveau en termes de case fatality rate. Donc, ça peut peut-être marquer une bonne... c'est peut-être quelque chose de positif ici, là, qui veut dire que on commence à tous s'entendre sur la façon dont il faut prendre en charge ces malades. Ça, c'est juste le map qui présente le case fatality rate par pays.
On peut voir ici le Cameroun, c'est entre 1 et 2%. Et aussi pour dire, si vous avez un case fatality rate de 1 à 2% au vu de la population du Cameroun, si par exemple on n'introduit pas le vaccin au Cameroun et on laisse simplement toute la population s'infecter, cela veut dire qu'on accepte qu'on va perdre entre 1 à 2% des Camerounais, ce qui représente quand même 500 000 à 600 000 Camerounais en nombre absolu. Donc lorsqu'on dit souvent on n'a pas besoin de vaccin, voilà un peu ce que cela veut vouloir dire. Est-ce que notre système sanitaire sera prêt à pouvoir prendre en charge 20% de la population camerounaise et perdre pratiquement 500 000 à 600 000 Camerounais? C'est la question qu'il faut qu'on se pose.